Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour David, bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On est au 101e jour de la guerre en Iran. On avait un pétrole qui était à $93, c'était vendredi. Et puis il y a eu ces reprises de tirs de part et d'autre entre Israël et l'Iran. Donald Trump ce matin qui appelle évidemment à ce que les deux parties cessent d'envoyer des missiles. Ce prix, je trouve les marchés pétroliers un peu complaisants quand même. On est à $97 le baril. Le cessez-le-feu n'est pas vraiment respecté. C'est quand même cher. Il ne faut pas oublier que le prix d'équilibre, c'est autour des $60 le baril. Donc on a quand même un choc pétrolier qui est là. C'est-à-dire que, évidemment, on est Hormuz est fermé depuis 100 jours. Mais attendez, n'oubliez pas que, effectivement, Hormuz c'est important, mais ce n'est que finalement que 20% effectivement, de la consommation de pétrole dans le monde. Donc il y a justement des moyens, entre guillemets, de sortie. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que le mal est fait. C'est-à-dire que même si demain, on espère tous, la guerre s'arrête et qu'on retrouve une zone, on va dire, pacifiée, donc ça veut dire beaucoup de conséquences également, l'ouverture du détroit d'Ormuz, etc., ça va mettre plusieurs mois, voire une année, avant de retrouver une situation normale. Les marchés pétroliers ne sont pas complaisants pour vous? Non, en mettant $97 où on se non, parle. Je pense qu'ils sont quand même optimistes, c'est-à-dire qu'ils se disent que finalement ça va pas trop mal se terminer. Ils sont quand même effectivement pas trop pessimistes, on va dire. Ils noircissent pas le tableau, mais après c'est simplement, vous savez, l'offre et la demande. C'est très clair, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a encore quelques semaines, certains, soi-disant prévisionnistes du pétrole, disaient oui, là on va monter à $200 le baril. On a déjà connu ça. Vous n'y croyez pas? Je ne crois pas du tout. On a déjà connu ça, si vous voulez, en 2008, si vous vous souvenez à l'époque, quand le baril est monté à $150, ouais. Et certains disaient ah bah là on va monter à 250$. Moi, j'avais des clients qui m'appelaient, qui achètent justement beaucoup de pétrole, qui voulaient acheter à terme du baril à justement $150, pensant qu'il allait être à $250 6 mois plus tard. Pas spéculer, mais se couvrir, parce que tout le monde faisait peur à l'époque. Les grandes banques américaines, Goldman Sachs, etc., disaient oh là, on va monter à $250 le baril. Donc vous n'y croyez pas, un pétrole à $200? Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Même si Hormuz reste fermé 1 mois, 2 mois, si à Noël, Hormuz est toujours fermé. Alors, j'espère que ce ne sera pas le cas d'ici là. Mais qu'est-ce qui se passe dans 1 mois ou 2? Alors, voilà, c'est ça le vrai enjeu. C'est que, malheureusement, quand le baril va trop loin, trop longtemps, ça casse l'activité mondiale. On le voit aujourd'hui, la croissance mondiale est en train de ralentir. On est à 1,8% donc de moins de demande. Mondiale. Voilà, donc c'est pas dramatique. C'est quand même la plus mauvaise performance depuis 2009. Hors, évidemment, période Covid. En termes de croissance mondiale. Oui, donc c'est quand même très faible. Je rappelle que sur longue période, la croissance mondiale, c'est 3,5% par an depuis les années 80. Là, on est à 1,8. Ouais. Donc, c'est pas dramatique pour l'instant, mais c'est quand même pas génial. Et ce qui veut dire que quand le baril va trop loin, et ce qui s'est produit, on est monté à $120, puis même aujourd'hui, encore une fois, autour des 100... À plus de $90, le baril est cher. On est dans un choc pétrolier. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de là, ça casse l'activité mondiale. Donc, s'il y a moins de croissance mondiale, il y a moins de demande de pétrole. Donc, le baril finit par baisser, c'est inévitable. Le problème, c'est qu'on va avoir encore plusieurs mois d'augmentation des prix parce que là, on a eu pour l'instant l'impact énergétique. Après, on a l'impact sur les matières premières qui se généralise. L'ensemble des matières premières, ce qu'on appelle l'indice CRB, n'a pas arrêté de flamber. Vous voyez, au plus haut, là, ça s'est un petit peu calmé, mais quand même, l'indice CRB de toutes les matières premières, depuis le début de l'année, a augmenté de 32%. Ah, c'est beaucoup. J'ai vérifié pendant la guerre en Ukraine, au début de la guerre en Ukraine, donc de février à juin 2022, ce même indice CRB de toutes les matières premières avait augmenté de 23%. Là, on a 32%. Mais c'est beaucoup plus. Donc évidemment, c'est-à-dire que les tensions sont là. Après, vous avez l'impact sur, évidemment, l'ensemble des biens produits, des services également. C'est-à-dire que l'inflation, elle va continuer d'augmenter. On a eu les chiffres la semaine dernière. Donc sur la zone euro, on est déjà à 3,2% d'inflation. 2,8% en France aux normes Eurostat. Donc ça veut dire que l'inflation est bien là. On va bientôt atteindre 3 à 4%, y compris en France. Juste, Marc, qu'est-ce qui se passe si, dans 1 mois ou dans 2 mois, Hormuz est toujours fermé sur le pétrole? Clairement, le vrai danger, c'est par rapport aux pénuries. Il y a ça qui est très dangereux, c'est qu'on risque d'avoir des pénuries, notamment de matières premières, d'engrais par exemple, c'est déjà le cas aujourd'hui, et donc ensuite peut-être de pétrole lourd, parce que justement il y a différents types de pétrole, je n'entre pas dans le détail, mais le pétrole justement du pays du Golfe, justement ce sont des pétroles qu'on peut utiliser un petit peu partout, et donc ce qui veut dire à ce moment-là qu'on aura moins d'activités et des matières premières qui vont souffrir. Donc avec peut-être des pénuries de plastique par exemple. Vous voyez, donc beaucoup d'éléments comme ça qui font que je pense que l'impact il sera encore plus grave sur l'activité
que sur l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation, elle est déjà forte, elle va continuer d'augmenter. Je pense qu'on va monter à peut-être 4-5% aux États-Unis, 4,5% dans la zone euro, 3,5%, 4% en France, donc des niveaux très élevés. Et encore une fois, n'oubliez pas que l'inflation, c'est une moyenne. C'est-à-dire que sur les prix énergétiques, les biens alimentaires, ça va aller bien au-delà. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir cette inflation qui va être forte. Donc ensuite, les pénuries. Donc ça, les pénuries, c'est dangereux, parce que c'est-à-dire qu'il y a moins d'activité, non pas parce que on ne veut pas, mais c'est tout simplement, il n'y a pas assez de matières premières ou de matières qui permettent... Donc quelque part, le pétrole, il est à son prix. Il n'y a pas d'aberration pour vous sur le cours du baril de pétrole au vu de la situation. Je pense que moi, j'anticipe très honnêtement qu'à partir du second semestre, comme on va avoir un bon ralentissement de la croissance mondiale, voire, et certainement, d'ailleurs on va en parler, une récession en France et dans la zone euro, c'est quand même pas rien, même si les Américains vont éviter la récession, pareil pour les Chinois, etc. Mais l'Europe entière est déjà en récession. La récession a déjà commencé. Et donc là, ce qui veut dire qu'on va avoir une situation de moindre demande au niveau mondial. Donc le prix du baril, je pense, finira par refluer, en espérant bien sûr qu'on aura une issue favorable pour l'ensemble des populations de la région. À quel moment la prolongation du conflit en Iran, affecte les marchés boursiers, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors ça, c'est vrai que jusqu'à présent, il y a évidemment un fait d'optique, c'est-à-dire que qu'est-ce qui booste un petit peu les marchés boursiers, vous le savez bien, c'est la révolution de l'IA notamment, tout ce qui est la tech, etc. Et quand on voit les écarts, il n'y a jamais eu un écart aussi élevé entre justement la valorisation des entreprises de l'IA ou du numérique, va-t-on dire, pour faire plus large, et puis la bourse, on va dire, normale, c'est-à-dire hors valeur du numérique. D'ailleurs, on le voit bien, en France, où il y a peu de valeur du numérique, finalement, on a un décalage. La France, le CAC 40, même si ça résiste, c'est l'une des bourses qui performe le moins sur l'ensemble de cette année, alors qu'on bat des records historiques sur le Nasdaq, sur le Standard & Poor's 500, etc. Donc ça montre bien qu'il y a un effet d'optique lié à l'IA, mais c'est vrai que l'IA est plus forte que l'Iran, si vous voulez. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, il y a un boost. Et la nouveauté, c'est vrai que moi-même, vous savez, on a traversé pas mal de révolutions technologiques. Donc là, la nouvelle, normalement, quand il y a une révolution technologique, on l'a vu avec l'Internet, par exemple, eh bien, souvent, on est déçu. C'est-à-dire que voilà, il y a un engouement, tout va bien dans le meilleur des mondes, etc. Ça booste, il y a une bulle, et puis ensuite, il n'y a pas de profit, voire les boîtes disparaissent. Là, la nouveauté, c'est quand même très surprenant, c'est que, notamment aux États-Unis, la plupart des entreprises qui travaillent autour de l'IA font des profits. Donc, ça veut dire qu'il y a une bulle, mais elle n'est pas si énorme que cela, dans la mesure où il y a quand même des profits qui sont là, et donc qui peuvent justifier la valorisation de ces actifs. Et donc, c'est ce qui fait que, malgré tout, ça permet de limiter, on va dire, le dérapage des marchés boursiers, malgré effectivement. Et donc, à quel moment, malgré la croissance. Potentiellement, où est-ce que les marchés enjambent ce conflit? Je pense que ce qui va être clair, il y a deux éléments clairs, c'est l'inflation qui va rester élevée, notamment aux États-Unis, les taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt vont, je pense, encore augmenter, que ce soit les taux d'intérêt monétaires ou les taux d'intérêt obligataires. Donc ça va calmer un petit peu le jeu sur les marchés boursiers. Et ça a commencé vendredi. Exactement, ça a commencé, on l'a vu. Et parallèlement, voilà aussi qu'il n'y a pas de croissance, ou au niveau mondial, il y a moins de croissance, il y aura donc moins de profit. C'est inévitable, même si effectivement, il y a un effet d'optique avec l'IA, mais ça ne suffira pas. Donc on risque quand même d'avoir, sur la seconde partie de l'année également, on va dire un ajustement, j'ai envie de dire, des marchés boursiers. Alors après, pour tout vous dire, moi j'ai observé, parce que c'est vrai qu'il y a un élément qu'on ne maîtrise pas, que sont les flux financiers qui vont sur les marchés boursiers. Il y a énormément de flux aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'au départ, moi je disais... Ils viennent d'où ces flux ? Voilà, moi je disais au départ, c'est lié à la planche à billets pendant le Corona, etc., qui a continué de s'investir, qui a fait des profits, donc qui est toujours là. Je pense qu'il y a un autre élément qu'on ne peut pas mesurer, qui sont les flux qui viennent des marchés des crypto-monnaies. Parce qu'on sait très bien, sur beaucoup de marchés de crypto-monnaies, il y a des gens normaux, puis il y a aussi également de l'argent sale, va-t-on le dire, donc qui permet d'être blanchi assez rapidement. Donc cet argent, une fois qu'il est blanchi, il peut aller sur les marchés normaux, on va dire, donc les marchés boursiers normaux, parce qu'il est blanchi, entre guillemets. Donc ça, cet afflux, moi c'est comme ça que j'explique, mais je n'ai pas la preuve précise, si vous voulez, parce que justement par définition, c'est complètement opaque. Mais ce qui veut dire que je pense qu'il y a aujourd'hui des flux financiers qui sont anormaux, qui ne devrait pas être aussi fort sur les marchés boursiers. Et donc peut-être c'est cela, c'est-à-dire que dans la mesure où cette partie de l'argent qui avant n'arrivait pas sur les marchés boursiers traditionnels, là arrive finalement via certains marchés des crypto-monnaies. Je reviens à ma question, les marchés financiers, les investisseurs se fichent un peu finalement de l'évolution du conflit? Non, je ne dirais pas jusque-là, parce que d'un point de vue boursier en tout cas. J'ai envie de dire que finalement, ils arrivent à se convaincre que ça ne sera pas la Troisième Guerre mondiale. Donc on l'a vu également avec, rappelez-vous, au début de la guerre en Ukraine, on a eu peur que ça soit la Troisième Guerre mondiale. Ce n'est pas le cas. Là, je pense que ça ne sera pas le cas non plus. Et donc je pense que clairement, pour l'instant, ils tablent sur un apaisement de ce conflit. Et finalement, on l'espère, une victoire pour la paix dans la région. Parce que c'est ça le vrai enjeu. Imagine demain, il y a une vraie paix dans la région.
ça serait effectivement formidable, encore, hein. Mais on n'en est pas encore là, bien entendu. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, les marchés ont ces lunettes roses, entre guillemets, en disant finalement ça va bien se terminer. Bon, mais d'un autre côté, je pense qu'il y aura quand même, et c'est ça qu'il faut bien prendre conscience notamment pour nous Européens, il y aura des disparités au niveau de la croissance. Et on voit la croissance, on a eu les chiffres des directeurs d'achat la semaine dernière, sur le mois de mai, ça résiste très très bien en Inde. Si, en Inde, ça je pense en Europe. En Inde, ça résiste bien. En Chine aussi, ça résiste, mine de rien, c'est pas mal. Aux États-Unis aussi, c'est pas l'euphorie, mais ça résiste bien, notamment dans l'industrie et les services. Et par contre, tout comme d'habitude, la zone euro, la France, bam, la récession. Pourquoi c'est à chaque fois l'Europe qui décroche plus que les autres? Parce que c'est très clair, on a une croissance qu'on appelle structurelle qui est très faible. La croissance structurelle, ça veut dire la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Donc c'est autour des 2,5% aux États-Unis, c'est autour des 1%. Voilà, chez nous, on va dire 0,9%. Donc évidemment, quand tout va bien, on est à 0,9%. Oui, c'est génial. Alors évidemment, quand il y a une crise comme ça n'arrange pas la situation. Alors en plus, je pense aujourd'hui, on arrive aussi à la fin du film. C'est-à-dire que on voit ces déficits publics qui explosent, notamment en France, et ça c'est très dangereux parce que ça c'est une épée de Damoclès qu'on ne veut pas voir, mais elle est toujours là. Hein, on l'a un petit peu masquée, elle est toujours là. Cette crise de la dette publique, elle est énorme, notamment effectivement en France, où on voit ce dérapage complet. On a vu la semaine dernière, ça c'est incroyable parce que ici même, j'avais dit que le déficit public allait monter à 6%. Vous moquez de moi, David? Non, pas moquer, mais on va dire vous mettez en cause. C'était sur les taux longs. Non, c'était sur les taux longs français. Les taux longs, on y est. Changez pas le pari. Hein. Non, on y est, mais non, mais je parle sur le déficit. C'est perdu, c'est perdu. Non, je parle sur le déficit cette fois-ci. Effectivement, quand j'ai annoncé 6% de déficit. Pour quand? Pour fin 2027 et 2026 également, d'ici la fin 2026, on y sera également. Donc, après le Figaro, effectivement, pourrait s'envoler au-delà de 6%. Pas le Figaro, c'est la direction du Trésor. C'est en fait une note de Bercy, de la direction du Trésor, qui généralement, c'est assez sérieux quand même, direction du Trésor. Au-delà de 6% en 2027. Mais dès cette année... Est-ce que c'est une catastrophe ou pas? Bien sûr. Attendez, mais surtout qu'on sera très très loin du compte, puisque ça part sur une croissance qui sera autour des 0,9. On ne sera pas à 0,9, on sera à 0,4. Rendez-vous compte. L'INSEE également, ça aussi on n'en a pas parlé, ça c'est incroyable, ou très peu. L'INSEE a révisé ses chiffres donc, du PIB du premier trimestre. Au premier trimestre, le PIB français a baissé de 0,1%. Oui. Et donc au deuxième trimestre... C'était révisé à la hausse sur les années précédentes. Oui, non, c'est 2022-2023. Ouais, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. Quand c'est révisé dans le bon sens, on n'en parle pas. Non, mais ce qui compte, c'est le futur. Encore une fois, c'est les ajustements statistiques. Ce qui compte, c'est effectivement l'avenir. D'ailleurs, cet ajustement haussier est un petit peu bizarre. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi on a toujours autant de déficit? Ce que je veux dire, c'est que si on devait ajuster la croissance, on devrait avoir moins de déficit. Pourtant, elle est toujours aussi élevée. Un peu bizarre. Je pense qu'en fait, prendre en compte la technique, c'est un ajustement notamment sur l'indice de calcul des prix, effectivement, parce que la croissance, elle est mesurée hors prix. Donc évidemment, si vous ajustez cet indicateur de prix, vous pouvez ajuster également le PIB. Mais par contre, ce qui compte pour les Français, c'est pas ce qui s'est passé il y a 3 ans. Hein. Ça, on a été arnaqué, effectivement. C'est une croissance qui a été payée à crédit, parce que ça a généré une forte flambée de la dette. Donc elle vaut pas grand-chose, cette croissance. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que malgré la flambée de la dette, malgré l'augmentation des déficits, on est en récession. Et j'ai fait, presque par hasard, parce que évidemment, je regardais le détail des chiffres, donc de l'INSEE du premier trimestre, et donc c'est vrai qu'il y a eu donc quasiment tous les postes de la demande ont baissé. La consommation, l'investissement des entreprises, des ménages, rendez compte, l'investissement en logement des ménages, moins 1,5 sur un trimestre. Investissement en logement, on me dit, ça y est, l'immobilier, ça repart. Moins 1,5. C'est le neuf, ça. D'accord, mais quand même. Ça repart dans l'ancien. C'est reparti dans l'ancien. Non, mais globalement, ça ne repart pas. C'est-à-dire que ça arrête de baisser, mais ça va repartir à la baisse. Il y a très peu de volume, comme vous le savez. Mais là, ça veut dire que le soubassement du marché, l'investissement en logement, est en train de s'effondrer. Ne l'oublions pas, il y a beaucoup de promoteurs qui, justement, ont fait des nouveaux logements, mais qui ne trouvent pas preneur. Donc, bref. Mais, alors, il n'y a que la consommation publique qui a augmenté, pour tout vous dire, hein, sur le premier trimestre, comme par hasard. Mais bon, ça, c'est notre modèle français. Mais par contre, un chiffre que personne n'a évoqué, que même moi, j'ai failli passer à côté. La variation de stock. Elle qui nous sauve. Oui, sur le premier trimestre, la variation de stock, donc parce qu'en fait les entreprises ont anticipé peut-être justement, ont eu peur de cette augmentation des prix des matières premières, donc elles ont dit on va stocker au cas où demain c'est pire. Et bien donc elles ont contribué à hauteur de combien? 1 point. 1 point de Donc PIB. si on devait retirer... Et voilà, bravo David. Ça veut dire que si vous enlevez la variation de stock, sur le PIB français, on est à moins 1,1. Ouais. Moins 1,1% de baisse du PIB. Alors, pour tout vous dire, j'ai vérifié, parce que je dis c'est quand même un chiffre. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Les Américains sont en rythme annualisé, donc si on traduisait ce chiffre-là en rythme annualisé, on serait à moins 4. Non, pourquoi? Pour les Américains, oui, d'accord, mais non, mais en rythme annualisé, d'accord, mais bon, aux États-Unis, ça tout. Même hors stock, il y a de la croissance aux États-Unis d'ailleurs. On va y venir. Mais bon, toujours est-il que, regardez, David, j'ai regardé, moins 1,1, 30 ans que je fais ce métier, je dis c'est bizarre ce chiffre, ça me dit rien, j'ai jamais vu ce chiffre.
Et j'ai regardé effectivement, bon, à part 2020, évidemment, parce que c'était le corona, donc tout était enfermé, on était enfermé, comme vous le savez. Donc, la croissance hors stock, donc la baisse du PIB, moins 1,1. Allez David, à votre avis, depuis 1950, qu'on a des statistiques de l'INSEE, à combien de reprises on a fait moins 1,1 de variation trimestrielle sur le PIB hors stock ? 2 ou 3 fois ? 2 fois. Au deuxième trimestre 68, donc mai 68, et en 2020. Donc c'est quand même des périodes assez troubles de l'histoire française. Là, moins 1,1. C'est-à-dire, attendez, il est en train de se passer quelque chose là. Et je pense qu'on a eu encore vendredi les chiffres de la Banque de France qui montrent un nouveau record de faillite d'entreprises. Le chômage qui est en train d'augmenter, on est à 8,2%. Les perspectives d'emploi de l'INSEE montrent qu'on pourrait monter à 9% de taux de chômage de catégorie A. On sera peut-être 20%, toutes catégories confondues. Vous voyez, enfin, il est en train de se passer quelque chose. Donc quand je vois effectivement le ministre de l'économie dire non, finalement, ça va, la France résiste, on fait face, etc. Mais pourquoi mentir ? Moi, j'arrive pas à comprendre. Il faut arrêter ce déni de réalité. Les investisseurs ont, comme vous, accès à toutes les informations. La dette, la France s'endette toujours à 10 ans sur les marchés à 3,6%. Personne 3,7 pour l'instant. Oui, mais c'est normal parce qu'il y a la BCE derrière. Globalement, on se dit, il y a la zone euro derrière, donc finalement, ça garantit, etc. Mais bon, 3,7, je vous rappelle qu'on partait de zéro. Vous voyez, on est même... partait de zéro quand ? Oui, comme en 2020-2021. Ah oui, d'accord, oui. On partait en début d'année de 3,2. Oui, d'accord, oui, mais ça augmente quand même. Et puis surtout, on a touché 4. Ça augmente pour tout le monde. On a touché 4. Ah non, le spread, l'écart de taux, effectivement... Globalement. Oui, mais il est plus élevé avec de la France par rapport à d'autres pays. Même on est repassé au-dessus du taux d'intérêt italien. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un risque France qui est bien là, mais... On a touché quand même 4% il y a quelques semaines. Vous vous souvenez sur le taux 10 ans français, ça a duré quelques minutes, mais on a touché 4%. Je pense qu'on va les retoucher, voire aller même au-delà des 4,5%. Vous voulez reprendre un pari ? Pardon ? Vous voulez refaire encore un pari sur le 10 ans français ? Ça ne lui suffit pas, il a déjà perdu une fois. D'ailleurs, on n'a pas fait ce notre déjeuner, d'ailleurs, il faut qu'on le fasse. Mais donc, mais par contre, il y a un taux intéressant, le taux 30 ans, justement, qui lui, justement, il est déjà à 4,5, 4,6, même à 4,7 parfois, et il ne bouge pas. Il est bien à 4,50%. Même quand, effectivement, le taux de 10 ans bouge, le taux de 30 ans ne bouge pas. Donc ça montre bien qu'il y a quand même une inquiétude aujourd'hui. Et évidemment, pourquoi on est toujours à 3,70 ? Il faut être honnête, il y a la BCE, et puis il y a surtout, excusez-moi l'expression, les agences de notation qui ne font pas leur boulot. Ce n'est pas sérieux, comme je dis à chaque fois. C'est vrai que globalement, elles nous disent « Non, mais tout est sous contrôle en France. » Attendez, arrêtez. Même Bercy le reconnaît aujourd'hui. Donc, encore une fois, à quoi elles servent ? Comment on fait campagne en France sur 2027, alors que de plus en plus de prétendants se bousculent au portillon, dans ces conditions-là, avec une France qui, effectivement, est en croissance zéro, voire négative, voire récession, et sans aucune marge de manœuvre, des déficits qui sont complètement, pas hors de contrôle, mais qui sont quand même à des niveaux assez inquiétants. Ils sont hors de contrôle. On voit bien que... Comment on fait campagne là-dessus ? Alors, les Français, quand on pose la question, ils ne veulent pas la retraite, ils ne veulent pas qu'on augmente l'âge de départ. Non mais attends, il faut leur dire la vérité aux Français. Il faut leur dire ce qui s'est passé en Grèce, par exemple, quand le PIB a baissé de 30%. Pensez que vous vous ferez élire avec ça ? Attendez 2 minutes, parce que moi, justement, j'ai une thérapie de choc bienveillante. Il faut aider les Français. Quand on va regarder l'indicateur de l'INSEE, encore une fois, de confiance des ménages, on est plus bas que pendant le Covid-19. C'est-à-dire que le niveau de morale des Français aujourd'hui est plus bas que quand on leur dit que c'est la fin du monde. Vous vous rendez compte ? C'est quand même, il y a un problème. Donc, évidemment, il y a cette crainte qui est là, donc il faut les rassurer. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Il faut leur dire, oui, on va baisser les impôts. Sur les entreprises, sur les ménages, la CSG par exemple, mais une grosse baisse d'impôts, moins 50 milliards. Comment, mais voilà, mais dans le même temps, je baisse les dépenses. Il faut arrêter. Ça, à quel endroit ? Toutes les dépenses de fonctionnement qui ont augmenté donc de 106 milliards d'euros depuis 2021, donc 24% de hausse, une hausse complètement folle. Il faut que ça s'arrête. Toutes ces ODA, vous savez, les organismes divers d'administration centrale, les agences d'État, etc., qui coûtent une fortune, que ça ne sert pas à grand-chose, on ne va pas toutes les supprimer. Et sur les retraites, la santé... Il y en a 700, j'arrive, on en a 700. Ça coûte 150 milliards d'euros par an. Vous voyez, là, il y a du boulot à faire. Là, il y a des dépenses à réduire, bien entendu. Et pareil sur la retraite, moi je dis sur la retraite, il faut... Moi, je suis pour des grands soirs. J'aime bien les grands soirs. Grand soir fiscal, grand soir de la dépense publique, grand soir des retraites. Il faut complètement mettre à plat le système des retraites. Et aujourd'hui, avec une vraie égalité. Vous avez vu les chiffres. Qu'est-ce qui nous coûte le plus cher dans les retraites ? La retraite de la fonction publique. Plus de 60 milliards d'euros de subventions de l'État pour payer, parce qu'il y a un trou énorme. Donc il ne faut pas dire que tous les retraités ne sont pas évidemment logés à la même enseigne. Et puis, d'un autre côté, bien entendu, il faut donner le choix aux Français de pouvoir travailler plus et donc d'avoir une meilleure retraite, ou travailler moins et d'avoir moins de retraite. Il faut arrêter de vouloir égaliser par le bas. Donc c'est vrai que quand on entend certains discours, on dit oui, voilà, on va faire payer les riches, payer ça. Ça devient dramatique. Le jour où j'ai fait un débat sur BFM TV, il y avait quelqu'un donc, du PS, vous voyez, c'est pas LFI, qui dit ah bah oui, il faut faire la taxe Zuckman, etc. Tout ça. C'est affolant. C'est-à-dire que vous voyez, le discours il est en train de déraper.
Donc avec, encore une fois, d'augmenter l'imposition. Nous sommes numéro 1 du monde des impôts. Donc évidemment qu'elle n'est pas là la solution. C'est l'inverse. Il faut baisser les impôts et aussi baisser les dépenses publiques. Oui, mais quand vous avez ce chiffre, comme quoi en pourcentage de leur... en termes d'imposition, en pourcentage, les milliardaires les plus riches payent moins en pourcentage que le français moyen. Oui, non, mais ça, David, c'est de la démagogie, ça pas vous quand même. C'est-à-dire que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de milliardaires en France. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, comme vous le savez, je viens des cités HLM d'Orly, ouais, le but, c'est pas de retomber, c'est de remonter. Nous, ce qu'on voulait dans les cités HLM, c'était pas des aides, c'était nous en sortir. C'est ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, c'est quoi la probabilité de vous en sortir? C'est pas de dire on va taxer les milliardaires, ils sont plus là, ils sont déjà partis. Les milliardaires quittent la France. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la classe moyenne française est en train de s'appauvrir. C'est ça qu'il faut stopper. Donc il faut notamment baisser les impôts et rendre justement le travail plus attractif, réduire les charges qui pèsent sur les salaires pour augmenter les salaires nets. Vous voyez que là, voilà, ça c'est des thèmes de campagne, je pense. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'ose vraiment avouer la situation. Je vais vous dire ce qui va se passer. C'est que si jamais effectivement on ne fait rien, eh bien, on va vraiment toucher le fond de la piscine. En fait, on l'a touché il y a bien longtemps, mais là on creuse, vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant on ne pourra plus creuser. On est vraiment au fond du fond. Donc là, peut-être qu'on redémarrera. Mais moi, encore une fois, je me rappelle, je l'ai vécu, cette situation grecque qui était horrible. Alors on me dit non, mais la France n'est pas la Grèce. C'est vrai, mais quand il y a eu la crise grecque, je me rappelle, les dirigeants grecs disaient la même chose. La Grèce n'est pas l'Argentine. Et on a vu comment ça s'est terminé. Donc, n'oublions pas ce qui s'est passé. Le PIB grec, pendant la crise, a baissé de 30% en 3 ans. 30% de baisse hors inflation, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2026, même si la Grèce va mieux, eh ben, le niveau du PIB grec aujourd'hui, il est 14% inférieur au niveau de 2008. Vous vous rendez compte, David? Comme si vous disiez, votre revenu d'aujourd'hui, c'est 14% de moins qu'en 2008. Ça fait une sacrée baisse. Donc, c'est ça qui va finir par arriver en France. Si on ne fait rien, ça va finir comme ça. Quand on n'aura pas les moyens de payer justement les retraites des fonctionnaires, les retraites tout court, les salaires. Tant que les marchés nous prêtent, ça peut durer encore. Hein, mais bon. Non, ça ne durera pas parce que c'est le problème des marchés, si vous voulez. C'est que, en fait, avec les agences de notation, c'est comme la cavalerie. Ils arrivent après la bataille. Là, pour l'instant, voilà, ils ont les lunettes roses, tout va bien. Le jour où ils vont se rendre compte que c'est vraiment très grave, parce qu'aujourd'hui, ils ne se rendent pas vraiment compte. Puis c'est un mouvement, globalement, c'est une sorte de consensus. À partir du moment où ils vont s'en rendre compte, ça sera le consensus inverse. Et là où, effectivement, ça va vraiment déraper complètement. Avant de se quitter, juste, aux États-Unis, au contraire, c'est fou de se dire qu'on a eu des chiffres de création d'emplois sur le mois de mai. 172 000 créations d'emplois, c'est le double de ce qui était attendu, avec des mois de mars-avril qui ont été aussi revus à la hausse en termes de création d'emplois. On dit bravo Trump pour ce dynamisme, parce que c'est lui, il y a quand même en tout cas un dynamisme insolent de l'économie américaine qui interpelle. Hein. Bien sûr, complètement. Surtout, n'oublions pas, un taux de chômage de 4,3%. Ouais. Nous, on est à 8,2%, et on a plus de 17%, toute catégorie en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un problème. Non, mais sans se comparer à la France. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que la clé, c'est le chômage. Quand vous avez un chômage qui est faible, regardez les salaires. Ils augmentent de l'ordre de 3,5 à 4% par an. L'inflation est à 3,8. Oui, c'est vrai. Mais oui, certes. Non, parce que si on a 4% de hausse des salaires et 3,5 d'inflation, ça va encore, pour l'instant. Sur un 3,8 d'inflation. Ça va peut-être pas durer. Oui, mais ça a monté à 4,5, vous avez dit. On parle en moyenne, David. En moyenne sur l'année, on ne va pas au moins le mois. Mais bon, toujours est-il que c'est vrai qu'on... Comment on explique encore une fois? La raison elle est simple, c'est ce que je disais tout à l'heure, la croissance structurelle, il y a une dynamique. Aujourd'hui aux États-Unis, vous devez vous battre. Et globalement, comme on a baissé les impôts, notamment pour les entreprises, elles créent. Regardez toutes les mesures qui ont été faites, justement, prises par Trump pour faire revenir les entreprises américaines aux États-Unis. Elles reviennent, malgré tout, elles reviennent. Le déficit extérieur américain, il baisse, notamment vis-à-vis de la Chine. Les Chinois, ça y est. Public. On s'excite sur le déficit public français. Oui, on s'excite sur la France, qui est à 5 et quelques. Qui sait combien les Américains? Je veux dire, le problème, il est très... Combien? Attendez, combien? Je vous réponds, 2 minutes. Le problème, il est trop pressé, là. Le problème, c'est que... 7. Attendez, 2 minutes. L'important, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire, si je génère plus de croissance, au moins pour payer les intérêts de la dette, ça passe. C'est ça la grande différence. Et puis, il y a un autre avantage qu'ont les Américains que nous n'avons pas, c'est le dollar. C'est que malgré tout, le dollar est toujours la réserve de change mondiale. Et le dollar, vous allez voir, il va s'apprécier encore. L'euro va baisser. Parce que justement, on a cet écart de croissance, les Américains qui résistent bien, alors que nous, on est en train de s'effondrer. Donc l'euro va baisser et le dollar va évidemment s'apprécier. Donc c'est ça qui est dangereux. Tout ça parce que c'est pas un miracle, hein. C'est simplement parce qu'il y a une économie américaine qui est plus fertile en croissance. Mais attention, regardez ce qui se passe à New York, dans l'État de New York, ou même en Californie. On veut encore augmenter les impôts. C'est les entreprises américaines qui quittent New York aujourd'hui. Donc cette croissance, elle commence à devenir disparate donc aux États-Unis. Donc voilà, faut faire attention. Et nous, c'est pareil. Si on s'amuse à augmenter les impôts, évidemment, on va casser encore l'activité économique. Donc c'est ça, moi, qui me fait vraiment de la peine. C'est qu'on a une économie mondiale qui, finalement, résiste dans certains pays.
notamment aux États-Unis, en Inde, en Chine, etc., voire un petit peu au Royaume-Uni, même si ça ralentit quand même. Et nous, ça s'effondre. Donc c'est quand même triste. Donc il faut arrêter d'être la lanterne rouge. Regardez les derniers chiffres. L'indicateur des directeurs d'achat, donc composite, ça veut dire tout secteur d'activité confondu, c'est le 2e mois consécutif que la France est la lanterne rouge de l'économie mondiale. L'économie mondiale, la France, vous vous rendez compte? Et on nous dit non, tout va bien. Arrêtons, il faut prendre le taureau par les cornes. Et moi, je sais, très honnêtement, je ne sais même pas comment on va tenir encore un an comme ça. Parce que là, jusqu'à présent, le chômage n'augmentait pas trop. Maintenant que le chômage va augmenter, encore plus de faillites d'entreprises, les taux d'intérêt qui augmentent, toutes ces craintes, l'inflation qui augmente. Comment on va tenir encore un an? Je ne sais pas. Alors peut-être qu'il faudra passer par là pour avoir, j'espère, un vrai débat économique pour 2027. Et en attendant 2027, j'ai bien envie encore de gagner à Paris avec vous. On part sur quoi? On repart sur les taux. Moi, je repars sur les taux. Hein. C'est-à-dire que le 10 ans français ou ça alors? Le 10 ans français, en 2026. On a touché à 4. On a déjà touché 4. Quelque part en 2026. On sera supérieur à 4. Oh, il ne prend pas trop. Et c'est pas le Marco qui est venu me voir en me disant on sera à 4,5 ou 5. Hein. Bah oui, on peut dire entre 4 et 4,5. Ça vous va? Entre 4 et 4,5 cette année? Ouais. Et c'est la fin de l'année, ouais. Ça vous va, David? On sera quelque part entre 4 et 4,5 d'ici la fin de l'année. 10 ans. Peut-être même plus, mais bon, au moins entre 4 et 4,5. Allez, le pari est pris. Allez, moi, je dis pris le pari. Entre 3,5 et 4. D'accord. Ah ouais. Pris. Oui, si on est à 4, alors on s'invite tous les deux. Exactement, moitié-moitié. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec l'économiste Marc Toiti, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Avec plaisir, merci à vous. À bientôt. Bye bye.